Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Les amis, on sera sur le podcast numéro 14 du Laboratoire de la Force. Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour ceux qui arrivent ici. Dans ce podcast, on parle mobilité, force, réhab, prévention des blessures, programmation de l'entraînement et vraiment toute la vision holistique qu'on peut avoir sur un être humain en fait, et pour programmer l'être humain, programmer les entraînements et programmer les adaptations physiologiques. Et aujourd'hui, petit podcast assez rapide, ça va aller très très vite, ok. Dans 12 minutes exactement, je dois partir pour aller faire mon coaching en présentiel de la journée. Donc on en doit être vendredi quand je tourne ce podcast-là. J'ai déjà effectué du coup mon premier coaching à 7h du matin pour la préparation de l'Irox, ok. Irox qui est une course que, je regarde juste si ça tourne, Irox qui est une course que je vais faire en duo avec un de mes coachés sur la semaine de mai, donc le 20 mai, il me semble, ça sera l'Irox de Lyon en double. Donc voilà, l'objectif c'est d'accompagner cette personne-là jusqu'à l'Irox. J'en ai jamais fait moi aussi de ma vie, donc c'est un bon challenge pour moi, un bon challenge pour lui, et je suis très content de vivre ça avec lui et très content de pouvoir faire ça avec lui. Donc ça va être vraiment une très belle expérience. Et comme c'est à la mode et que tout le monde le fait et que c'est quand même une discipline qui est assez accessible, c'est assez cool de pouvoir faire ça et de se fixer des objectifs qui permettent après de mettre on va dire des objectifs intermédiaires sur des plus gros objectifs. Parce que cette personne-là aussi voudrait préparer un Marseille-Cassis. Voilà, il a eu des dossards, donc le Marseille-Cassis c'est quand même un peu plus costaud qu'un Irox, hein. C'est autour c'est un semi-marathon avec un dénivelé positif assez important et un dénivelé négatif assez important. Donc les articulations et les tissus conjonctifs sont mis à rude épreuve. Donc ça reste dans le thème du podcast, mais tout ça pour vous dire que l'Irox peut faire partie d'un objectif intermédiaire pour déjà cumuler la distance et donner la culture de l'entraînement, notamment dans course à pied et sur l'aspect cardio qui est très important. Et donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui en fait d'une question que j'ai eue sur Instagram. Donc en fait j'ai quelqu'un qui a réagi à une de mes vidéos. C'est une personne que j'aime bien, qui s'entraîne plutôt bien, que je connais depuis un petit moment des réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'on soit vu. Et en fait je me suis rendu compte que je lui ai répondu malheureusement un peu trop de façon précise. En fait, j'ai pas pris en compte son niveau d'expertise à lui et je me suis emballé. C'était assez tard hier soir, vers 23h. Je me suis emballé dans des messages vocaux beaucoup trop compliqués pour lui, peu cher. Et donc en fait, il est en errance au niveau d'une douleur à l'épaule qu'il a depuis un petit moment. Il a eu plusieurs professionnels de la santé, kiné, médecin du sport. Il a passé des arthroscanners, il m'a dit, des IRM et tout. Ça me rappelle un peu un parcours que j'ai eu, notamment avec ma subluxation de l'épaule. Et en fait, il se retrouve avec une tendinopathie du long biceps. Donc, je ne mentionnerai pas forcément son nom. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est vu sur la caméra, mais j'ai pas envie qu'on sache qui c'est. Mais c'était juste pour avoir le contexte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a contacté suite à une vidéo que j'ai fait sur la cicatrisation du tendon, comme quoi apparemment le tendon ne cicatriserait pas, et moi j'étais pas forcément en accord avec ça, et en vrai c'était juste un faux débat, parce que ce qui compte c'est que la personne puisse retrouver une fonctionnalité au niveau de ses tissus, et de ses actions articulaires, et de son quotidien, et de pouvoir faire les mouvements qu'il a envie de faire, sans souffrir en fait en termes de douleur, peu importe si on sait que le tendon se régénère ou pas, en vrai pour moi il se régénère, mais apparemment c'est compliqué à le confirmer dans les études scientifiques, mais en soi je ne vois pas pourquoi en appliquant les phénomènes de surcharge progressive, de spécificité et de mécanotransduction, on ne pourrait pas créer une adaptation et donc un tissu de meilleure qualité et sain. Enfin, en tout cas, je pense que c'est tout à fait possible, c'est juste que ça demande du temps et que c'est assez long. Donc, il a des douleurs à l'épaule, tendinopathie du long biceps, et j'avais envie de vous exposer un petit peu le processus de pensée que j'ai essayé de lui transmettre, et ça va peut-être lui permettre d'avoir une vidéo un peu guide pour mieux comprendre. Donc, si tu m'écoutes et que tu es là, comment est-ce que je ferai dans l'évaluation? J'espère que vous allez me voir, mais déjà dans le premier temps, pourquoi est-ce qu'on se blesse? On peut se blesser par plusieurs facteurs, manque de sommeil, mauvaise nutrition, trop de volume, trop d'intensité, et aussi potentiellement manque de mobilité, avec des compensations à répétition qui peuvent engendrer du coup des surcharges et des contraintes à certains endroits qui sont supportés par des tissus qui ne devraient pas supporter ces contraintes parce que mauvaise répartition sur tout le reste du corps, d'accord, par manque de mobilité. Donc ça c'est un des premiers facteurs. Enfin il y a plusieurs facteurs du coup. Donc déjà si on baisse le volume ou si on baisse l'intensité de son activité, on est censé avoir même moins mal, mais ça ne doit être que temporaire parce c'est normal en fait. Si on prend un tendon, je prends n'importe quoi, je cours ou je fais des planches, je fais des full planches, voilà, je fais des full planches, j'ai mal. J'arrête de faire des full planches, j'ai plus mal. Est-ce que ça s'est réparé? Non, parce que quand je vais refaire des full planches, ça va refaire mal. Le souci du repos, c'est que cela peut créer un déconditionnement au niveau des tissus. Et ce déconditionnement-là, il va t'empêcher en fait de faire l'activité que tu veux faire. Il ne va pas te permettre de revenir à l'activité. Donc comment est-ce qu'on fait? On va devoir temporairement reculer un petit peu, faire quelques pas en arrière,
temporiser l'activité, peut-être trouver des variantes qui font pas mal, d'accord? Donc je sais pas, peut-être faire des planches sur les barres parallèles ou faire des planches avec beaucoup d'élastique, juste pour garder la partie skills, ok? Et tant pis, on décharge un peu le tissu et on décharge l'aspect neurologique et on essaye de privilégier l'aspect métabolique, parce que du coup on va mettre plus de temps sous tension, plus de déformation au niveau du tissu conjonctif, lui laisser plus de temps de s'adapter. Ça c'est la première option, diminuer volume intensité de l'activité qui crée les gènes et les douleurs, sans forcément arrêter, mais il ne faut pas que ça entretienne une inflammation qui n'est pas mauvaise, mais qui ne permet pas de guérir et de passer à l'étape suffisante. Ensuite, deuxième niveau, il faut guider l'inflammation. Pour guider l'inflammation, on doit trouver la ligne de tissu spécifique qui est inflammée. On ne pense pas en muscle, on ne dit pas c'est un biceps qui me fait mal, machin. Enfin, on peut dire ça, mais en soi, il faut penser, ok, comment est-ce que je vais aller cibler ce tissu qui m'embête? Parce qu'en fait, n'importe quel tissu va répondre aux mêmes contraintes. C'est tension mécanique, message mécanique qui est transmis au niveau des intégrines, des petites cellules, ok, qui elles vont transformer ça en message biochimique et créer du tissu, du collagène. Donc en fait, c'est tout le temps la même boucle qui s'appelle la mécanotransduction. C'est le phénomène par lequel notre corps crée et s'adapte, donc crée du tissu de meilleure qualité, plus fort, qui résiste à des contraintes de façon plus facile. Okay, et c'est ce phénomène-là qu'il faut venir engendrer. Le corps, il cicatrise tout seul. Il a un processus de cicatrisation qui va remodeler du tissu, d'accord? On va avoir plusieurs phases. On va d'abord avoir une phase d'inflammation, après de saignement, puis après on a un remodelage, déjà une synthèse du collagène de type 3 qui n'est pas forcément de bonne qualité pour les activités qu'on va faire, ok, qui est moins résistant. Et surtout, le souci, c'est qu'il va placer ça comme de la colle. En fait, il va mettre ça comme il peut, de façon à colmater la brèche, mais ce n'est pas forcément dans les bonnes directions de transmission de force. Et donc c'est là où après on a des petits soucis en termes de douleur, de gêne, de perte d'amplitude de mouvement et de production de force. Et on n'arrive plus à être aussi fort qu'avant, on n'arrive plus à aller dans les amplitudes autant qu'avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fibrose, les fameuses adhérences. Okay, donc ça, c'est assez important à comprendre et c'est le problème de la blessure. C'est qu'en fait, oui, le corps va se réparer tout seul. Oui, si je me repose, il va y avoir une cicatrisation. Mais quel est le montant de la cicatrisation? Quelle est la qualité du tissu que le corps va déposer à ce niveau-là? Donc c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne rien faire et qu'il faut, via la mécanotransduction, via des étirements, on va venir aux outils, via des contractions isométriques proches de l'angle, okay, parce qu'on sait que les contractions isométriques induisent une adaptation physiologique autour de 10-15 degrés de l'angle qu'on est en train de travailler, d'accord? On va permettre de créer du meilleur tissu parce qu'on surcharge le tissu, donc on va dire au corps tu as besoin de répondre à telle contrainte, d'accord? Donc tu dois avoir un tissu de telle façon. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Un os, il se crée parce qu'il doit répondre à des contraintes de compression et d'impact. Donc je crée de l'os quand je cours, en fait, entre guillemets. J'ai un remodelage de ma matrice extracellulaire au niveau de l'os, d'accord? Ostéoblaste, ostéoclaste, on a la création de nouveaux os. On a l'os qui peut se détruire, mais l'os qui se crée. Le muscle, c'est pareil, on est toujours en anabolisme, en catabolisme. Quand je fais des entraînements de musculation, je stimule mon système musculaire pour dire à mon corps, regarde, là on est en échec musculaire, on a besoin de fibres plus grosses ou de sarcoplasme un peu plus rempli, enfin ce que vous voulez. On a besoin d'avoir une hypertrophie. Voilà, parce que j'ai besoin de plus, parce que tu n'arrives pas à répondre à cette capacité. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, le tissu conjonctif, les ligaments, les tendons, la capsule articulaire, ça fonctionne de la même façon en fait. Ils ont été là, ces tissus sont là pour une raison, pour répondre à des contraintes. En général, c'est des contraintes de rotation. Si on analyse d'un point de vue anatomique, on regarde comment les tissus sont mis, d'accord, on voit que le corps veut que les tissus répondent à des contraintes de rotation. Donc, si j'entraîne la rotation, j'accède à ce tissu qu'on appelle tissu blanc, qui est le tissu conjonctif, d'accord. Je permets d'entraîner ça, mais je n'accède pas, je ne peux pas influencer directement l'articulation. C'est indirectement, c'est via la contraction musculaire qui va tirer sur mon tendon, qui va tirer du coup sur l'os, qui va induire une transmission de force d'un point de vue du coup sur la rotation. Je vais avoir accès à la capsule articulaire. Donc c'est via la contraction musculaire. C'est pas directement la capsule que j'adresse entre guillemets, ou c'est via le fait de mettre en tension les muscles qui, via un étirement, qui va tirer sur le tendon qui va se déformer et transmettre la force, au niveau de l'os qui va effectuer un mouvement, s'il y a eu contraction, ou s'il y a eu raccourcissement, ou s'il y a eu étirement. En tout cas, on a un déplacement d'un point de vue osseux. Donc on a une transmission de la force qui se fait petit à petit via des phénomènes de stress-relaxation et de stress-shielding, enfin de stress-relaxation du coup. Le tissu conjonctif délaye la force petit à petit et après on peut accéder à la capsule articulaire, mais il faut un certain temps parce que ces tissus ont été conçus pour résister à la déformation. Et donc si on les déforme et qu'on prend le temps de les déformer,
ils sont censés s'adapter parce qu'on répond à la demande, en fait, à la fonction. C'est ça. C'est vraiment la structure qui va dicter la fonction. Donc, si on a une structure qui est en spirale, la fonction, c'est de la spirale. Et donc, la fonction primaire, ça devient la rotation. Voilà. Donc, bref, je me suis un peu égaré, mais ce qu'il faut identifier, ça va être la fonction qui fait mal. Pour ça, on passe par quoi? Par un outil qui est fabuleux, qui s'appelle les rotations articulaires contrôlées. Donc, par exemple, pour l'épaule, je vais tourner mon biceps le plus vers l'extérieur possible, aller à l'intérieur du corps, faire ma flexion d'épaule. Là, je ne peux pas aller plus loin, tourner en rotation interne, aller en extension d'épaule, revenir devant, j'ai pas la place pour faire ça, et on refait le mouvement à l'envers. Ok. Donc, est-ce que quand je fais là, aïe, j'ai mal en flexion? Ok. Est-ce que c'est ma flexion ou est-ce que c'est ma rotation qui fait mal? Donc, j'isole, je fais la flexion. Ah, j'ai pas mal quand je fais la flexion. D'accord. J'ai pas mal quand je fais une rotation interne. D'accord. Ah, j'ai un peu mal quand je commence à mettre mon biceps. Ah, là, j'ai mal quand je fais la rotation interne plus la flexion. D'accord. Donc, si j'enlève la flexion, ok, rotation interne, rotation interne, rotation interne. Donc là, il y a de la flexion, mais je fais que de la rotation interne. Ah, j'ai mal quand je fais ça. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que potentiellement la rotation externe, pardon, est touchée. C'est tissu profond, d'accord? C'est vraiment potentiellement la capsule articulaire, mais en soi, même ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est j'ai mal quand je fais ça. C'est la fonction qui me fait mal. Eh ben d'accord, si j'ai mal quand je fais ça, est-ce que je peux étirer ou est-ce que je peux juste mettre une contraction isométrique proche de l'angle? Admettons, quand je suis ici et que je tourne, d'accord? Ah, là, ça me fait mal. Comment je fais pour étirer? Mouvement inverse. Je vais aller en extension d'épaule et je vais aller chercher du coup potentiellement une rotation interne ou une rotation externe, à voir en fonction de comment est-ce que vous sentez le mieux les tissus. Ça, c'est la première phase. Si je peux étirer, j'étire. Comme ça, je mets une contrainte de tension. Ça me donne la direction au niveau du tissu. Donc, on a parlé de collagène type 3 qui se posait de façon anarchique. Si je lui donne la direction dans laquelle il doit se déposer, il se met correctement dans la transmission de la force, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on étire? Parce que c'est une des contraintes les plus petites qu'on peut appliquer sur le corps humain, ok? Et après, quelle quantité de contraction je vais mettre? Ben, une contraction isométrique, donc par exemple comme ça, et je vais chercher à ramener le bras de cette façon ici, pour aller venir cibler les tissus à l'avant de mon épaule qui, eux, m'embêtent. Si l'étirement fait du bien, j'étire. Quelle intensité de la contraction? Il faut trouver une intensité seuil, d'accord? Donc c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à 100% d'un coup, sinon il y a un truc qui va péter. Je vais faire de 5 à 10% en 5 à 10%. Ok, j'ai étiré 2 minutes, nanana. Je commence à appuyer. Ok, 5%. Ah, ça va, j'ai pas mal. 10%, ça va, j'ai pas mal. 15%, ça va. 20, 25, 30. Ah, ça commence à me faire mal. Ok, 20%. Et je tiens une minute. Et je vais faire ça 3, 4 fois dans la journée, à coup de 2-3 séries à chaque session. Ok? Donc c'est ça en fait la réhab. Et si jamais je ne peux pas étirer parce que ça me fait trop mal, ok, là ça me fait mal. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Je change d'angle, d'accord? Si j'ai mal quand je vais là plus ça, ben, je recule un peu, je me mets soit ma main en résistance, soit un cadre de porte, quelque chose, isométrie overcoming, et je pousse comme si je voulais aller là-bas, parce que c'est la direction qui me fait mal. Mais je reste proche de l'angle douloureux. Donc j'avais mal ici, je sors un peu, je mets ma main là, et je produis de la force. En produisant de la force proche de l'angle, du coup, je permets une adaptation des tissus bien spécifiques qui sont responsables de la fonction articulaire qui me gêne, ok, pour venir du coup induire un remodelage au niveau du collagène et potentiellement commencer à appliquer une petite direction, ok, au niveau du tissu, dans quel sens il doit se mettre pour avoir une transmission de la force qui est correcte. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, l'autre étape qui pourrait être faite, alors je suis en train de déborder, il va falloir que je me dépêche, ça va être d'aller regarder sur les autres articulations autour. L'épaule, elle ne joue pas toute seule dans la catégorie, ok? Si on a un espace potentiellement sous-acromial qui est réduit, je ne sais même pas si ça peut être encore correct de dire ça, eh bien, il faut aller observer autour. Et quelle autre articulation doit être observée? Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, la gléno-humérale, ok, la glène et la scapula s'articulent ensemble. La scapula s'articule avec quoi? La colonne thoracique, et la colonne thoracique fait des mouvements de flexion, d'extension et de rotation. Donc si j'ai une colonne thoracique qui est figée dans une position, j'ai très peu d'extension, ben forcément que mes mouvements au niveau de la scapula peuvent, je dis peuvent parce que c'est pas forcément le cas, c'est pas une règle générale, hein, peuvent être perturbés, peut-être que ça bouge un peu moins, ou peut-être que j'ai moins de rétraction ou autre. Donc si ma scapula bouge moins, comme on sait qu'elle doit être bien coordonnée quand on fait des mouvements et autres, avec aussi les clavicules et autres, eh ben, si ma scapula est impactée, mon épaule va être impactée. Et donc tous les mouvements vont être impactés derrière, parce que l'épaule, elle s'articule aussi avec la claviculaire qui s'articule avec la sterno-claviculaire. J'espère que je ne dis pas de bêtises,
Vous me corrigez si je dis des bêtises. Mais bref, du coup, il y a tout ce système-là qui doit se coordonner. Et donc, il suffit qu'il y ait simplement un endroit qui soit un peu déficitaire en mobilité pour qu'on ait des contraintes qui soient redirigées ailleurs, potentiellement dans cette zone-là, tendon du long biceps, qui va prendre les contraintes, alors qu'en fait, il faudrait aller ouvrir en rotation externe pour un peu libérer cet espace-là, ouvrir en extension thoracique, ne pas que s'attarder sur l'épaule, pour du coup permettre de meilleurs glissements au niveau de la scapula, travailler sur sa rétraction scapulaire, sur sa dépression scapulaire. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs pièces du puzzle pour pouvoir répondre à un seul et même problématique. Et là, quels sont les outils qui vont être utilisés? Je vous invite du coup à regarder mon guide de la mobilité que vous trouverez sur mon site internet. C'est gratuit, vous rentrez votre nom, votre adresse mail et vous avez tous les outils qui sont utilisés. Pourquoi? Comment? D'accord? Donc on aura les fameux Pales and Rails, contractions, on va avoir plutôt des étirements de 2 minutes passifs avec des contractions isométriques dans un angle du coup où l'articulation, en tout cas le tissu va être étiré, puis dans un autre angle où le tissu sera raccourci. Ça c'est pour créer de l'espace, ça va être temporaire, il va falloir le renforcer. Quel outil on utilise pour le renforcer? Les Passive Range Hold et les Passive Range Lift Off, qui sont simplement des contractions isométriques en faible amplitude de mouvement sur le tissu dans sa position la plus raccourcie. Ça permet de maximiser l'angle qu'on a créé, en tout cas l'amplitude qu'on a créée, via le fait qu'on a autorisé, que le système nerveux nous a autorisé à utiliser une longueur musculaire un peu plus importante. Donc là, on renforce la fin d'amplitude, comme ça on pérennise, entre guillemets, l'amplitude de mouvement. On a d'autres outils après derrière qui permettent d'ajouter de la variété et de renforcer cette amplitude sur plus d'angles, d'accord? Mais c'est déjà une bonne base de pouvoir faire ça et de les intégrer. Ce qui sera important après dans un moment donné, ça va être de passer sur de l'architecture du tissu conjonctif, donc faire en sorte que le système, que le tissu conjonctif ait la capacité d'absorber plus de force, donc de pouvoir porter du poids dans cette rotation externe pour lui permettre du coup de 1. Appliquer la direction, 2. Apprendre du coup à délayer et transmettre la force aux tissus les plus profonds, d'accord? Et du coup 3. Produire de la force sur un mouvement qui est dynamique. Et on absorbe, on absorbe, on absorbe. On est capable d'absorber de plus en plus de force en excentrique qu'en concentrique. On va pouvoir produire plus de force, donc on va pouvoir habituer notre système à être exposé à des montants de force plus élevés que ce que nous on pourrait produire en concentrique. Donc c'est ça qui est important et ça permet de pérenniser une articulation aussi et une amplitude, entre guillemets. Plutôt une amplitude qu'une articulation. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire. On va vous donner des exercices de renforcement qui vont être génériques, qui vont renforcer uniquement ce que vous avez déjà. Et dans des amplitudes où vous mettez beaucoup de force déjà, jamais dans les fins d'amplitude. Là où on est très peu fort, parce qu'on y passe très peu de temps, c'est dans les fins d'amplitude. Position étirée, position raccourcie. Quand je fais mes rotations externes, coude collé au corps, je passe énormément de temps dans la partie du milieu du mouvement, le milieu de l'amplitude, là où je suis déjà très fort parce que je fais beaucoup d'exercices comme ça. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il en faut? Oui, ok. Il ne faut pas réduire le travail de mobilité à simplement les fins d'amplitude de mouvement, parce que quand on fait de l'architecture du tissu conjonctif avec des contractions excentriques, on balaye toute l'amplitude du mouvement, mais on veut quand même aller vers la longueur, vers l'étirement, parce qu'on a des bénéfices au niveau du réflexe myotatique, au niveau du fuseau neuromusculaire, au niveau de la direction des tissus qui est appliquée, au niveau de la réduction de la contraction de protection en fait, tout simplement, et de la production de force, et du fait qu'on gagne en fin d'amplitude de mouvement, et du fait qu'on absorbe plus de force et qu'on puisse du coup plus en produire. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là, et c'est pour ça qu'on ne doit pas juste s'attarder sur des exercices qui sont génériques, ok? On vient cibler des lignes de tissu bien spécifiques qui vont dépendre de vos ressentis. Un même exercice, par exemple d'étirement comme ça, ne pourra pas être exécuté de la même façon pour une personne et une autre personne. Peut-être que vous le sentez plus comme ça, lui peut-être qu'il le sent plus comme ça, peut-être que lui il le sent plus par là, peut-être que lui c'est plus par là. Donc il y a vraiment, c'est pas les mêmes fonctions articulaires sur lesquelles on est, et donc c'est pas les mêmes lignes de tissu sur lesquelles on va aller et qu'on va devoir réhabiliter. Donc voilà à peu près le processus de pensée. J'espère que ça a été à peu près clair. Donc je résume, on cherche la fonction articulaire qui nous fait mal, rotation articulaire contrôlée. On isole cette fonction articulaire via des contractions isométriques, soit en position d'étirement si on les tolère, soit proche de l'angle douloureux en conservant la même direction si on ne peut pas tolérer l'étirement, et on retournera progressivement à l'étirement puisqu'on aura gagné en amplitude sur le tissu, d'accord, et on pourra du coup utiliser toute l'amplitude de mouvement que normalement l'articulation est censée faire, et ensuite on va renforcer les fins d'amplitude de mouvement parce qu'on va commencer à faire du travail de mobilité pour du coup libérer, si c'est nécessaire, si on manque de mobilité, pour répartir mieux les contraintes. Donc en gros on a joué sur la capacité des tissus, on augmente la capacité à tolérer les contraintes, et on a réduit les contraintes parce que du coup on offre plus de possibilités, plus de chemins de mouvement. Donc ça va être des micro-adaptations. Pour effectuer un même mouvement, on va utiliser différentes lignes de tissu, différents chemins d'articulation entre l'extension thoracique, entre la rétraction et la dépression scapulaire par exemple, ou la protraction scapulaire et l'élévation de l'épaule. On ne va pas utiliser exactement les mêmes lignes, et donc on ne va pas mettre les mêmes contraintes tout le temps sur les mêmes tissus qui vont à long terme, peuvent
à long terme provoquer ces petites inflammations ou ces petites usures prématurées, entre guillemets, ou ces petites tendinopathies par-ci par-là, qui sont simplement en fait un effet de stress cumulé, répété, toujours de la même façon sur du long terme, via potentiellement un manque de ce qu'on appelle de variabilité de mouvement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il faut que je vous laisse. Vous verrez ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous avez un lien aussi dans ma bio Instagram pour avoir 10% sur votre première commande sur des compléments alimentaires de chez NutriPure, donc uniquement sur la première commande. Si vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup. Sinon, n'oubliez pas d'aller récupérer votre guide aussi au niveau de mon site internet. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de regarder.